Le jour où ils ont ri de mes cadeaux, j'ai compris que le silence peut parfois faire plus mal qu'une gifle. Il ne restait plus que la lumière dorée du soir, à travers les vitres, les verres de vin à moitié remplis et le parfum du rôti encore dans l'air. Et au milieu de cette scène presque parfaite, il y avait moi, avec mes mains encore tièdes d'avoir tenu ces petits présents qu'il venait de poser sur la table comme des objets sans valeur. Je m'appelle Maya Nguessan, j'ai 44 ans et pendant longtemps, j'ai cru que l'amour suffisait pour être accepté. Ce soir-là, chez la famille de mon compagnon Julien, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas bruyamment, pas comme une porte qu'on claque, plutôt comme une couture trop tendue qui craque doucement, presque dignement. L'appartement de ses parents se trouvait sur les hauteurs de Lyon, dans un immeuble ancien, au balcon orné de fer forgé. Quand on franchissait l'entrée, une odeur de cire, de linge propre et de café ancien vous enveloppait. Tout était beau, ordonné, calibré. Sur les murs, des photos en noir et blanc, des mariages, des diplômes encadrés, des visages au sourire parfait. Aucun visage ne me ressemblait. J'étais arrivée avec un panier. Dedans, 3 petits pots de confiture faite maison, figues, abricots, gingembre, et un foulard en laine grise que j'avais tricoté le soir après mes gardes à l'hôpital. Mes doigts étaient encore rouges des aiguilles. J'avais mis un nœud blanc, espérant naïvement qu'il adoucirait les regards. Dans le salon, sa mère m'avait accueilli avec ce sourire poli qui ne touche jamais les yeux. « Oh, c'est artisanal !» avait-elle dit en touchant les bocaux du bout des doigts. Les autres avaient ri, doucement, en détournant la tête, comme pour ne pas paraître méchants. Mais leur ironie flottait dans l'air, comme une odeur discrète, impossible à chasser. Julien, lui, n'avait rien dit. Il avait seulement posé sa main dans mon dos, un geste si léger qu'il en devenait presque absent. Je me suis assise, j'ai glissé les mains contre mes genoux pour cacher qu'elles tremblaient. Autour de moi, les conversations semblaient flotter loin de moi, comme si je n'étais qu'une ombre assise dans leur salon. « Tu travailles encore de nuit ?» m'a demandé sa sœur, Camille, en croisant les jambes. « Oui, aux soins palliatifs cette semaine. »« Oh, ça doit être épuisant. Mais au moins, tu as du temps pour faire ça, non ?» a-t-elle ajouté en regardant le foulard. Encore un ricanement, pas violent, mais suffisant pour me faire baisser les yeux. J'ai souri. On m'a souvent appris que les femmes doivent sourire pour ne pas déranger. Mais commençons plutôt. Je suis née dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Ma mère tenait un petit salon de coiffure africain. Mon père, chauffeur de bus, on n'avait pas grand-chose, mais on riait. Le dimanche, on préparait du poulet braisé. J'aimais les odeurs, le bruit de l'huile, la chaleur dans la cuisine. J'ai choisi d'être infirmière parce que j'aimais soigner. Peut-être aussi parce que tenir une main, c'est une manière de rester vivante dans ce monde qui court trop vite. J'ai rencontré Julien à l'hôpital. Il venait voir sa grand-mère. Il avait ce regard clair, doux, et une manière de me parler comme si j'étais visible. Au début, je ne le croyais pas. Puis il est revenu. 1 fois, 2 fois, et un jour, il m'a offert un café. Je l'ai aimé, pas d'un amour de film, mais d'un amour calme, solide, comme une pierre, chauffée par le soleil. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Rien d'énorme, juste des détails. Il rentrait tard, il souriait moins, il posait son téléphone écran contre la table. Il disait « Je suis fatigué », plus souvent que « Je t'aime ». J'essayais de ne pas le voir, ou de croire que ça passerait. Et puis un matin, alors qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré. Le prénom Clara s'est affiché. J'ai regardé. 3 secondes, pas plus. « Tu me manques hier soir ». 5 mots, suffisants pour que mon cœur rate un battement. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement refermé les yeux, 10 secondes, le temps de ravaler ma honte. Ce soir-là, chez ses parents, tout ce que j'avais longtemps avalé s'accumulait dans ma gorge. Il riait de mes cadeaux, pas méchamment, mais avec cette supériorité douce qui coupe plus qu'un cri. Je me suis levée pour aller à la cuisine. J'avais besoin d'air. L'odeur du rôti me donnait la nausée.
Dans le couloir, j'ai entendu des voix. La mère de Julien, son père et sa sœur. Elle est gentille, mais enfin, tu imagines, à Noël, offrir ça? De la confiture, murmura sa mère. Julien aurait pu choisir mieux, ajouta le père. D'ailleurs, il parle souvent avec Clara en ce moment, tu sais, dit Camille. Elle, au moins, elle sait où elle va. Silence. Puis la voix de sa mère, basse et tranchante. De toute façon, Maya, elle ne sera jamais des nôtres. Cette phrase-là s'est plantée dans moi. Je suis restée immobile derrière la porte. Mais, main froide sur le bois, j'aurais voulu pleurer ou crier. Mais une étrange tranquillité m'a envahi, comme lorsque la mer se retire juste avant la tempête. Je suis retournée à table. Ils ont fait semblant de ne pas voir que mes yeux brillaient. Plus tard dans la soirée, on a servi le gâteau. Les lumières étaient tamisées. Julien a posé sa main sur l'épaule de sa sœur en riant. Il n'a pas regardé vers moi. Pas une seule fois. Aïcha, ma meilleure amie, m'avait envoyé un message. « Ça va ? Respire. Je suis là si tu veux t'enfuir. » Mais je suis restée, par fierté, ou peut-être par lâcheté. Quand le café fut servi, Julien s'est enfin tourné vers moi. « Ça va ?» J'ai souri. « Oui, très bien. » J'ai menti. Nous sommes rentrés tard. La ville dormait. Dans la voiture, le silence était lourd. Il a essayé de poser sa main sur la mienne. Je l'ai retirée doucement. « Tu es fâché ?» a-t-il demandé. « Non, fatigué. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il s'est endormi rapidement. J'ai regardé le plafond longtemps. Puis je me suis levée, j'ai pris mon manteau et je suis sortie. Il était presque 2 heures du matin. Lyon brillait faiblement sous les lampadaires. J'ai marché jusqu'au bord du Rhône. Le vent était froid, mais il me réveillait, il me tenait debout. Je me suis assise sur un banc, j'ai fermé les yeux. Et j'ai pensé à ce que personne ne savait, à ce papier que j'avais signé 2 semaines plus tôt chez le notaire, à ce nom, le mien, gravé à l'encre noire sur un document officiel, l'acte de propriété. Je ne savais pas encore comment les choses allaient changer, mais je sentais, là, au bord du fleuve, que quelque chose en moi venait de naître, ou de mourir, peut-être les deux. Et ce fut ce soir-là précisément que j'ai compris. Ce qu'ils méprisent en vous, un jour, peut devenir votre force. On dit que la douleur la plus profonde ne fait pas de bruit. Elle ne frappe pas. Elle ne hurle pas. Elle s'assoit en silence, dans un coin du cœur, et attend que vous la regardiez enfin. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le lendemain de ce dîner, je suis retournée à l'hôpital. Une garde de 12 heures en gériatrie. Je me suis maquillée un peu pour effacer la fatigue. On apprend vite à masquer nos cicatrices derrière du fond de teint et des sourires professionnels. Dans la chambre 212, il y avait Madame Rocher, 87 ans. Elle ne parlait plus beaucoup, mais ce jour-là, elle a serré ma main et m'a murmuré « Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez ». Je ne sais pas si c'était pour moi ou un souvenir qu'elle avait confondu avec le présent, mais ces mots m'ont transpercé. À midi, je me suis arrêtée quelques minutes dans le vestiaire. J'ai allumé mon téléphone. Un message de Julien. « On se voit ce soir ? Bisous !» Je l'ai lu 3 fois. Il n'avait rien remarqué. Ou faisait semblant. Juste en dessous, une notification d'un numéro inconnu. « Merci encore pour hier soir. C'était parfait. C'est une lettre. Une seule. Mais j'ai su. Clara. Mon ventre s'est noué. J'ai verrouillé l'écran. Respire, Maya. Respire. » Le soir, en rentrant, la lumière de l'appartement était douce. Trop douce. Il avait préparé des pâtes, allumé une bougie, comme si rien n'avait jamais vacillé. « Tu as l'air fatigué, m'a-t-il dit. Un peu. Je t'ai fait ton plat préféré. » Il me parlait de choses banales, son travail, la météo, une émission à la radio. Et moi, je le regardais, incapable de savoir quand exactement il avait cessé de m'aimer. Peut-être que ce n'était pas soudain. Peut-être que l'amour s'était effrité un soir, comme une biscotte trop sèche entre les doigts. Après le repas, il s'est endormi sur le canapé, la télévision encore allumée. Je suis restée assise, dans l'ombre, à observer l'homme que j'aimais et qui ne me voyait plus. 2 jours ont passé.
tutoie. Je ne disais rien, mais je voyais tout. Son téléphone qu'il posait face contre la table. Ces messages auxquels il répondait en s'éloignant dans le couloir. Son parfum différent, plus marqué, comme s'il voulait plaire à quelqu'un d'autre. Je ne pleurais plus. Je me taisais et j'attendais. Mais je ne savais pas ce que j'attendais. Qu'il avoue, qu'il parte, qu'il m'aime à nouveau. Une semaine après ce dîner, c'est arrivé. J'étais rentrée plus tôt que prévu. Une patiente était décédée et j'avais cédé ma garde de nuit à une collègue. Il pleuvait légèrement. Les pavés brillaient sous les lampadaires. Je tenais un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère pour son anniversaire. J'ai ouvert la porte de l'appartement et je les ai vus. Ils étaient là, dans notre salon, assis, tout près l'un de l'autre. Pas d'étreinte, pas de baiser, juste une proximité interdite, un éclat de tendresse dans leurs yeux. Cela suffisait. Clara s'est levée d'un bond. « Maya, Julien s'est retourné, livide. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est jamais ce qu'on croit. Jusqu'à ce que ce soit exactement ça. Je n'ai rien dit. J'ai simplement reposé les fleurs sur la table. Je rentre tôt. Je ne voulais pas interrompre. Ma voix était calme, trop calme. Julien s'est approché. « Attends, on peut en parler. »« Non, pas maintenant. Pas devant elle. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Clara a baissé les yeux. Je suis allée dans notre chambre. J'ai pris 2 affaires. Une valise, une brosse à dents. Julien m'a suivi. « Tu fais quoi ?»« Ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, être honnête. » Et j'ai quitté l'appartement, sans fracas, sans porte qui claque, juste le bruit de mes pas dans l'escalier. Je suis allée chez Aïcha. Elle m'a ouvert sans poser de questions. Elle a juste dit « Entre et vide ton cœur quand tu pourras. » Pas avant. Je me suis couchée dans son canapé. Je ne dormais pas, mais je respirais encore. C'était déjà beaucoup. Le lendemain, Julien m'a envoyé des messages. Beaucoup. On doit parler. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est toi que j'aime, je suis perdue. Ça ne voulait rien dire. Je ne répondais pas. Pas par vengeance, mais parce que je n'avais plus de voix. Sa mère m'a appelée aussi. Maya, je sais qu'il a fait une erreur. Mais tu sais, les hommes... Merci, madame. Mais là, ce n'est pas juste une erreur. C'est une fracture. Elle a soupiré. Tu dramatises. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, je suis retournée à l'appartement. Il n'était pas là. J'ai pris un sac, quelques vêtements, mes livres, ma bouilloire. Dans le tiroir du salon, j'ai laissé nos clés et une lettre. Une seule phrase. Je ne pars pas par manque d'amour, je pars parce que je m'aime encore un peu. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas une décision faite de colère, mais de lucidité. Je suis allée à mon rendez-vous avec le notaire. Cette maison, celle que j'avais héritée de ma grand-mère, dans la banlieue de Lyon, je l'ai signée définitivement à mon nom, sans ifens, sans « et Julien », juste Mayan Guessant, propriétaire exclusive. Le notaire m'a regardé. Surpris ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir l'ajouter ? Très sûr. Il a hoché la tête. Très bien. Félicitations, madame. J'ai signé. Mes mains tremblaient légèrement. Mais mon cœur, lui, ne tremblait plus. Quelques jours plus tard, j'ai accepté de revoir Julien. Dans un café près de la place Bellecour, il était fatigué. Il ne souriait plus pareil. « Je suis désolée, Maya. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu l'aimes ? Je ne sais pas. Alors tu ne m'aimes plus. » Il a baissé les yeux. « Je t'aime, mais pas comme avant. » Cette phrase m'a frappé plus fort que la trahison elle-même, parce qu'elle était vraie. Nous sommes restés silencieux. Puis j'ai dit « Je ne te déteste pas. Alors tu me pardonnes ? » Non, pas encore. Mais je ne t'enfermerai pas dans ma colère. Tu es libre. Et moi aussi. Il a voulu toucher ma main. Je me suis retirée doucement. Je suis sortie du café. Le vent était froid, mais il ne me faisait plus peur. Je ne savais pas exactement où j'allais. Mais je savais que je ne voulais plus mendier l'amour, justifier ma présence, excuser l'inexcusable. Je suis montée dans le bus. Et en regardant la ville défiler derrière la vitre, je me suis dit, il n'a pas détruit ma vie. Il a seulement dévoilé celle que je devais commencer. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit appartement, j'ai ouvert les volets.
L'air de la nuit est entré. Avec lui, une paix étrange. Pas le bonheur, pas encore, mais un silence doux, celui de quelqu'un qui ne se ment plus. Je me suis assise par terre, dos contre le mur, et je me suis murmuré « Maya, tu as le droit de rester debout, même seule, surtout seule. » Et c'est ainsi que tout s'est brisé, pas comme un verre qui éclate, mais comme une peau trop serrée qu'on finit par quitter. Et ce soir-là, j'ai choisi la vérité, même si elle faisait mal. Je ne sais pas exactement quand le silence a cessé de me faire peur. Peut-être le jour où j'ai compris qu'il ne signifiait plus l'abandon, mais la paix. Depuis que j'avais quitté l'appartement de Julien, mes matins avaient quelque chose de nouveau. Ils étaient simples, mais respirables. Pas joyeux, pas encore, mais supportables. Je me réveillais avant l'aube, ouvrais la fenêtre de mon petit studio où l'air sentait le pain chaud de la boulangerie au coin de la rue. Je faisais chauffer de l'eau, versais du thé noir dans une tasse ébréchée et restais là, quelques minutes, le regard perdu sur les toits gris de Lyon. Mon cœur ne battait plus comme une alarme. Il battait, lentement, comme une horloge qu'on avait enfin réparée. Je reprenais mes gardes à l'hôpital. Le travail était le même, les patients étaient pestés les mêmes, mais moi, j'observais tout autrement. Je parlais moins. Je posais ma main sur des fronts brûlants comme si j'essayais au fond de me reconstruire en prenant soin des autres. Mes collègues me demandaient si ça allait. Je répondais oui. Peut-être que ce n'était pas vrai, mais ce n'était plus totalement faux. La nuit, pourtant, la douleur revenait. Pas comme un cri, comme une brume. Je pensais à Julien, pas à sa trahison, mais à l'homme que j'avais aimé, à ses épaules fatiguées, à son rire dans la cuisine, quand il goûtait mes confitures à la cuillère. Et je me demandais, où nous sommes-nous perdus? Dans quelles petites omissions? Dans quels silences accumulés? Puis un jour, j'ai décidé d'y aller. Pas chez lui, chez elle. Chez cette maison dont je portais désormais le nom sur un papier officiel. La maison de ma grand-mère, la maison que personne ne savait être mienne. Elle se trouvait à l'extérieur de Lyon, à 20 minutes de voiture, dans un petit village qu'on ne remarque pas sur les cartes postales. Les volets étaient fermés, la grille grinçait, le jardin était envahi par l'herbe, les rosiers étaient lait secs, mais le parfum de la terre mouillée après la pluie restait le même que dans mon enfance. J'ai poussé la porte. L'air sentait le vieux bois, la cire, le savon de Marseille et un peu la solitude. La poussière dansait, dans la lumière timide qui traversait les carreaux. C'était silencieux, mais ce silence ne me faisait pas peur. Je me suis assise sur la vieille chaise de cuisine, j'ai posé mes clés sur la table et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de haine, juste ce mélange étrange de gratitude et de chagrin. Puis, lentement, j'ai commencé. J'ai lavé le sol, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai retiré les draps blancs des meubles comme on retirerait un voile de deuil sur une vie restée en suspens. Le parquet a craqué. Sous mes pas, comme s'il se souvenait de moi. Les jours suivants, j'ai continué à restaurer cette maison. Chaque pièce était un souvenir. Dans le salon, je voyais encore ma grand-mère tricoter en chantant des berceuses ivoiriennes. Dans la chambre du fond, je me souvenais de mon père en train de réparer un vieux poste radio. Je repeignais les murs en blanc, je lavais les vitres, je plantais des géraniums rouges à la fenêtre. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour que cette maison respire. Je n'ai parlé de tout cela à personne, pas même à Aïcha. Elle m'a demandé « Tu disparais, Maya. Tu fais quoi ?» J'ai répondu « Je rentre chez moi. » Elle m'a regardée sans comprendre, puis m'a prise dans ses bras. « Quand tu voudras parler, je serai là. » Un matin, son nom est revenu. Julien. Il m'a envoyé un message après des semaines de silence. « Je voudrais te voir, juste parler. S'il te plaît. » J'ai longtemps regardé l'écran. Puis j'ai écrit « Demain, 15h, Café Saint-Paul. » L'hôtesse. Lendemain, il était là, en avance, un café déjà froid devant lui. Il avait perdu du poids, ou peut-être juste un peu de fierté. « Merci d'être venu, » a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Il a inspiré profondément. « Mes parents, tu sais que la maison dont je t'avais parlé,
celle que mon père voulait acheter. Elle est mise en vente officiellement. On va la visiter samedi. Tu voudrais venir ? Je l'ai regardée longtemps. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'ai juste entendu cette ironie, douce de la vie. Ils allaient visiter ma maison. D'accord, j'ai répondu. Il a cligné des yeux, surpris. Tu viens ? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être pour fermer une boucle. Peut-être pour cesser d'avoir peur de leur regard. Samedi est arrivé. Le ciel était pâle, presque blanc. Une brume légère recouvrait les jardins. J'étais déjà dans la maison, 1 heure avant eux. J'avais ouvert toutes les fenêtres. L'air sentait le bois humide et les feuilles mortes. J'avais mis un pull long et des bottes. J'avais attaché mes cheveux. Mes mains ne tremblaient pas. À 10 heures, un portail s'est ouvert. Une voiture grise s'est arrêtée devant la maison. La mère de Julien est sortie la première, manteau beige, foulard en soie, regard exigeant. Le père l'a suivi, le dos droit, les mains dans le dos. Camille tapotait déjà sur son téléphone. Julien marchait derrière eux, silencieux. Je les ai accueillis sur le perron. « Bonjour » ai-je dit calmement. Ils m'ont regardé, surpris. « Oh, tu es là ?» a dit sa mère. « Oui, j'habite ici. Parfois. » Elle a haussé un sourcil, mais n'a rien répondu. Ils sont entrés. Je les observais. Sa mère touchait les murs, comme si elle évaluait leur valeur. « Il faudrait refaire la peinture du couloir », disait-elle, « et changer les poignées de porte. » Camille prenait des photos. Avec un peu de lumière, ce salon serait magnifique. Et imagine un piano ici. Le père, lui, souriait à peine. Grand terrain, beaucoup de potentiel, mais Julien restait au retrait. Ses yeux glissaient sur moi, comme s'il cherchait un indice. Je me contentais d'ouvrir les portes, les fenêtres, de répondre « oui »,« non »,« peut-être ». Ils étaient à chez moi, et je n'avais jamais été aussi étrangère à leur regard. À midi, le notaire arriva. « Monsieur Laforêt, costume sombre, mallette de cuir. Bonjour à tous. Nous pouvons nous installer dans la salle à manger pour les documents. » Sa voix résonnait dans la pièce comme une phrase de fin. Nous nous sommes assis, autour de la grande table en chêne. La lumière tombait sur les papiers, entre les vitres. « Alors, dit-il, voici les documents de propriété actuels, ainsi que la procédure de cession si vous souhaitez acheter. » Il posa une feuille devant eux. La mère de Julien prit le papier. « Très bien. Quel est le nom du propriétaire actuel ?» Le notaire répondit calmement. « Madame Maya Naguessan. » Silence. Un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber sur le parquet. La mère de Julien releva la tête, blanche comme le mur derrière elle. « Pardon ? Qui ?» Il répéta. « Madame Maya Naguessan, présente à cette table. » Je ne dis rien. Je ne souriais pas. Je respirais seulement. Le père cligna des yeux. « Ce doit être une erreur. Cette maison appartient à une vieille dame. »« Elle lui appartenait, » répondis-je doucement. « C'était ma grand-mère. Elle me l'a laissée. J'ai régularisé l'acte de propriété il y a 2 mois. » Camille posa lentement son téléphone. « Tu l'as acheté ?»« Non, je l'ai hérité, puis restauré. Seul. » Sa mère se mit à rire. Un rire nerveux, sec. « C'est une plaisanterie ? Tu nous invites ici pour nous ridiculiser ? » « Non, je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui vouliez visiter. » Elle se leva brusquement. « Pourquoi ne nous avoir rien dit avant ?» Je la regardais droit dans les yeux. Parce que je voulais qu'on me voie comme une personne, pas comme une opportunité ou une menace. Je ne voulais pas acheter ma place parmi vous. Julien murmura, la voix basse. « Tu nous laissais te traiter comme si tu n'étais rien, alors que tout ce temps, je secouais la tête. Non, Julien, ce n'est pas alors que je possédais quelque chose. C'est alors que j'étais quelqu'un. C'est différent. » Il baissa les yeux. Sa mère s'adoucit un instant. « Tu veux nous humilier ?» ?»« Non, dis-je doucement. Si je voulais vous humilier, je vous aurais invité ici pour vous annoncer que je vendais au plus offrant. Ce n'est pas le cas. Je voulais simplement que vous sachiez que votre mépris n'a jamais défini ce que je suis. » Elle resta silencieuse. Je me levai. Ma voix était calme, posée. « Je vais vous laisser un moment. Réfléchissez, respirez. Vous pouvez partir quand vous voulez.
Je suis sortie. Dans le jardin, l'air était froid. Les arbres nus laissaient passer la lumière pâle de l'hiver. Je marchais lentement sur les pierres encore humides de rosée. Et là, au milieu du silence, je me suis sentie légère, pas triomphante, pas vengée, juste, libre. Derrière moi, à l'intérieur, j'entendais des chuchotements, des questions, des respirations coupées. Moi, je regardais le ciel. Il n'était ni bleu, ni gris. Il était en transition, comme moi. Je me suis assise sur le banc de pierre, celui où ma grand-mère épluchait autrefois les mangues en été. J'ai fermé les yeux. Ce jour-là, je ne les ai pas libérés de leur arrogance. Je me suis libérée de ma honte. Et c'est suffisant. Le jour où ils ont quitté la maison, je ne les ai pas vus partir. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je n'ai pas cherché à deviner leur visage. Honteux, froid, vexé, peut-être blessé. J'étais dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé brûlante, à observer la vapeur danser contre la lumière du matin. Tout était silencieux. Mais ce silence-là, ce n'était plus celui de l'humiliation ou de la solitude. C'était celui d'une page qui se tourne. Ils avaient quitté la maison. Mais moi, je restais. Et c'était suffisant. Les semaines suivantes, j'ai commencé une nouvelle vie. Pas spectaculairement, pas avec des voyages, du bruit ou de grands projets. Non. Ma renaissance a eu la forme d'un balai, d'un pinceau, d'une chaise qu'on décale doucement contre le mur pour entendre le parquet respirer à nouveau. Chaque matin, je me levais un peu avant le jour, j'ouvrais les volets. L'air froid entrait, mordait mes joues, mais il me rappelait que j'étais vivante. La maison sentait encore un peu la poussière et le vieux bois, mais peu à peu, une autre odeur s'est installée. Celle du savon de Marseille, du café chaud, des fleurs séchées dans le couloir. Je commençais à apprivoiser ma solitude. Elle ne me faisait plus peur. Elle devenait un espace pour respirer, pour réapprendre à vivre sans me demander si je dérangeais. Il y avait des jours plus difficiles, bien sûr. Des jours où je me réveillais avec ce poids au milieu de la poitrine, comme un souvenir collé à mes os. Des jours où je posais machinalement 2 tasses sur la table avant de me rappeler que je n'étais plus 2. Des jours où je sentais l'absence de Julien comme on sent un courant d'air dans une pièce pourtant fermée. Un soir, j'ai trouvé dans un tiroir une vieille écharpe que je lui avais tricotée. La laine encore douce, l'odeur de lui presque effacée. Je l'ai serrée contre moi, 1 seconde, juste 1 seconde, puis je l'ai rangée dans une boîte, sans colère, sans larmes. Certaines choses ne doivent pas être jetées, mais elles ne méritent plus de rester sur le lit. Alors, j'ai rempli mes journées de gestes simples. Le matin, un thé au miel, toujours dans la même tasse ébréchée. Puis j'écrivais un peu, des pensées, des bribes de rêves, des souvenirs d'enfance. Parfois une lettre que je ne posterai jamais. Je travaillais encore à l'hôpital, mais moins. J'avais réduit mes heures. La maison, étrangement, avait besoin de moi autant que mes patients. Je réparais les volets, je ponçais les escaliers, j'apprenais à tenir un marteau comme on tient une promesse. Les voisins me regardaient avec curiosité. Une femme seule, dans une vieille maison, à repeindre les balustrades en blanc cassé. Certains venaient pas me parler, d'autres me laissaient tranquille. Un vieil homme du village, Monsieur Lambert, m'a dit un jour « Vous savez, cette maison, on dirait qu'elle respire à nouveau. » J'ai souri, peut-être parce que moi aussi. Puis les saisons ont changé. L'hiver a quitté les arbres. La terre a commencé à se réchauffer. Le matin, lorsque j'ouvrais les volets, je sentais l'odeur de l'herbe humide. J'ai planté des tulipes près de la barrière et un petit jasmin juste devant la fenêtre de ma chambre. Ma grand-mère disait que cette fleur chasse les mauvais rêves. Un jour, j'ai reçu une lettre de la banque confirmant la finalisation complète de la propriété. C'était officiel. Tout était à mon nom. Pas seulement la maison, mais aussi le chemin qui y menait. Je l'ai relu 3 fois, pas par vanité, mais parce qu'après des mois à me sentir étrangère partout, j'avais enfin un endroit où personne ne pouvait me dire « Tu ne seras jamais des nôtres ». Julien est revenu.
pas brusquement, pas en frappant à la porte sous la pluie comme dans les films. Non, il est venu un dimanche matin quand je balayais le perron. Il avait l'air fatigué, les yeux creusés. « Maya ? Salut, je peux entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Il a fait quelques pas à l'intérieur, il a regardé autour de lui. Le parquet ciré, les rideaux en lin blanc, les fleurs, dans un vase en verre. Tout ce que je reconstruisais sans lui. « C'est beau » a-t-il murmuré. « Ce n'est pas fini, mais ça avance. » Il s'est assis à la table de la cuisine. Comme avant. Mais ce n'était plus comme avant. « Maya, je ne suis pas là pour te demander de revenir. » Silence. « Je voulais juste comprendre. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi cette maison? Pourquoi maintenant ?» J'ai répondu doucement. « Parce qu'un jour, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver. Alors je l'ai fait moi-même. » Il a baissé les yeux. « Est-ce que tu me détestes? » « Non. » « Est-ce que tu me pardonnes? » « Pas encore. Peut-être un jour. Mais tu ne m'appartiens plus. Et je ne t'appartiens plus non plus. » Il a hoché la tête. Il avait l'air de comprendre. Il a regardé mes mains posées sur la table, puis il a dit « Tu as changé. » « Non, Julien. J'ai juste arrêté de m'excuser d'exister. » Il est reparti. Sans scène, sans cri. Et cette fois, je n'ai pas eu envie de le retenir. Le monde continuait. Les matins étaient encore froids parfois, mais mon cœur l'était moins. Je lisais, je cuisinais. J'invitais Aïcha certains dimanches. Elle apportait des pâtisseries marocaines et riait en disant « Ma fille, t'as compris la vie, toi. T'as viré les gens toxiques, t'as acheté une maison, t'as planté du jasmin. C'est presque un film Netflix. » Je riais, mais derrière nos rires, il y avait de la gratitude. Parfois, je recevais encore des messages de la famille de Julien. Sa mère, « Tu pourrais vendre. On te ferait une offre honnête. » Je répondais, « Cette maison n'est pas à vendre. Pas parce qu'elle vaut cher, mais parce qu'elle vaut ce que je suis devenue. » Elle n'a plus insisté. Les mois ont passé. Le printemps est devenu été. Les volets étaient ouverts toute la journée. Le soleil entrait, chaud, doré. Je laissais la porte ouverte le matin pour entendre les oiseaux. J'apprenais à respirer sans attendre l'approbation de personne. Un matin d'août, j'ai trouvé une vieille boîte dans le grenier. Dedans, une photo de ma grand-mère, jeune, debout devant cette même maison, le regard fier. Derrière, une phrase écrite à la main. « Ce que tu plantes avec douleur, tu le récolteras avec lumière. » J'ai reposé la photo en tremblant doucement. Ce jour-là, j'ai compris. Cette maison n'était pas une revanche, c'était une racine. Je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre. Je suis redevenue moi. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un autre homme. Pas encore. Et peut-être pas tout de suite. Mais je suis tombée amoureuse du matin, du bruit de l'eau sur les tuiles quand il pleut, du craquement du parquet, du vent qui s'invite sans frapper. J'ai appris à préparer du pain, à rester assise sans avoir peur du silence, à me regarder dans le miroir sans baisser les yeux. Je ne suis plus en colère, je ne suis plus triste, je suis en chemin. Et parfois, le soir, je m'assieds sur le banc de pierre dans le jardin. Je regarde le ciel changer de couleur. Je pense à tout ce que j'ai perdu et à tout ce que j'ai appris. Alors je murmure « Merci de m'avoir brisé, car c'est dans la fissure que la lumière est entrée. »